J'ai décidé d'être courageuse. J'ai liquidé mon appartement, je me suis procuré ce splendide véhicule et depuis 2 ans et demi, je suis sur les routes. Se réduire au minimum, qu'est-ce que cela nous apporte? Me limiter à ne dessiner qu'une seule ligne me permet de me concentrer sur l'essentiel de mon travail. Notre appartement était plus rempli, on avait plus d'affaires, notre musique aussi était plus chargée. Par exemple, les vêtements, je leur ai dit adieu. Maintenant, les vêtements que je porte, je les ai trouvés. S'enrichir en renonçant aux choses, plus avec moins. Comment fait-on? Pour moi, une des plus grandes leçons de la vie a été d'apprendre à dire non. Qu'est-ce que cela nous apporte de posséder moins, de nous restreindre, de mener une vie minimaliste? De plus en plus de gens le font, et ce sont souvent des artistes. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Et c'est exactement pareil avec l'art. Je n'ai pas besoin de beaucoup, juste de bonnes couleurs pour peindre. Tout est bien plus facile. On ne traîne plus autant de bagages. On est plus flexible. On déménage en moins de temps. On a à s'occuper de moins de choses. Que faut-il pour être heureux? Tout ce que Ria possède, elle l'a avec elle. Depuis 2 ans et demi, elle vit et travaille dans un camion de pompiers reconverti. Avant, ça me dérangeait d'être aussi dépendante. C'est-à-dire d'être toujours au même endroit, toujours dans la même ville, de planifier les vacances à l'avance et de ne pas être flexible, comme maintenant. Après 6 ans de vie professionnelle, Ria a eu envie d'élargir ses connaissances, d'accorder plus de place à la créativité. Les jours filaient en quelque sorte. On attendait fébrilement le week-end, qui passait en un rien de temps. Et c'est comme ça que les semaines, les mois et les années s'écoulaient. Voilà, et toujours à sauter d'un point A à un point B pour étudier, pour obtenir des bons résultats, et en plus aller gagner de l'argent. Elle a quitté son appartement. L'été, elle reste à Hambourg et l'hiver, elle parcourt les routes du sud de l'Europe. Se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel, ça fait de la place pour ce qui est vraiment important. Je préfère avoir peu de bons amis que beaucoup sur lesquels je ne pourrais pas compter. Je préfère avoir une casserole sur laquelle je peux compter que beaucoup de casseroles qui ne fonctionnent pas. Donc, je transpose cela dans beaucoup de domaines et je réfléchis à ce dont j'ai besoin et j'essaye d'éviter ces solutions rapides ou cette satisfaction qu'apporte la consommation. La réduction comme premier pas hors de sa propre zone de confort. Chacun de ces voyages commence sans destination concrète. Parfois, il y a le risque qu'il s'arrête plus tôt que prévu et sa capacité de résistance est mise à rude épreuve. En tout cas, j'ai appris qu'on peut relever des défis, que lorsqu'on est confronté à des défis ou à des problèmes, il y a toujours une solution. Il y a toujours un moyen, quel qu'il soit. Et une fois le problème réglé, on est simplement plus fort. Les tableaux de Ria sont créés au cours des voyages. Toutes ces impressions sont transcrites immédiatement sur la toile. Bien sûr, derrière tout ça, il y a quand même une pression. Et pas uniquement dans le fait de peindre. Là, il faut qu'il en sorte quelque chose de bien, mais il faut en plus que ça plaise à quelqu'un et que ça se vende. Et parfois, ce n'est pas si facile parce que l'art est devenu un luxe, ou l'était depuis toujours, et que tout le monde ne peut pas acheter ou ne veut pas se le permettre.
C'est pourquoi je dois dépenser beaucoup d'énergie pour que les gens me remarquent et pour trouver un endroit où mes tableaux peuvent ou pourront être accrochés et vus. Sa vie dans le van, son refus d'une vie réglée et programmée, a eu un impact sur ses tableaux. Le minimalisme n'est pas seulement une question de manière de vivre. À Berlin, nous rencontrons un homme qui, dans l'exercice de son art, a poussé la réduction à l'extrême. Il n'est guère possible d'en faire plus, c'est-à-dire encore moins. Chez lui, il n'y a plus que la ligne. Pour moi, la réduction n'est pas une renonciation. La contrainte de ne dessiner qu'une seule ligne, cette contrainte, tend à me rendre beaucoup plus libre. Je peux tout faire. Ça offre beaucoup de choix, tellement de possibilités. Taiyo Mori. Cet artiste japonais a commencé par étudier le design dans son pays, puis la peinture et les arts graphiques au Burg Giebichenstein de Halle. Mais depuis plus de 10 ans, il a trouvé sa diversité artistique en se concentrant exclusivement sur un seul geste dans le dessin, la ligne. Fine, noire, droite. Jour après jour. Mes sentiments ou mes pensées ne sont pas déterminants pour mes tableaux. Je ne m'intéresse pas à ce qui est représenté. C'est plutôt l'action de dessiner qui m'intéresse, ce processus. Comment le geste de dessiner se produit vraiment et qu'est-ce que c'est, en vérité, que dessiner. Je ne dessine pas pour créer une ligne. C'est cette ligne qui aide à dessiner. C'était une tentative de dessiner d'un geste libre. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ligne suivante et ainsi de suite. Quelle quantité d'encre sort de là? Comment était le papier? Et quelle pointe touche quel endroit? Je dois surveiller l'ensemble de l'interaction. Pas simplement tracer comme ça d'un coup et le dessin et le tableau sont finis, non. Je dois faire sans cesse attention à ce qui se passe sous mes yeux. Si je perds le fil, je choisis de m'arrêter. Si cela arrive, à un moment, si ce n'est pas tout à fait homogène, sans doute parce que je n'étais probablement pas assez concentré ou quoi que ce soit d'autre, alors je reprends tout du début. Je me souviens avoir pris beaucoup de temps pour faire ce travail, 4 jours. Et j'ai alors pris conscience de cette relation entre le temps et le dessin. Le titre, c'est « Sans titre », toujours sans titre. Pas de numéro non plus. Quand il y a un titre comme « Brouillard » ou « Gibier », on ne voit plus que ça. Et ce que j'ai réellement fait et comment je l'ai fait disparaît. Et que j'ai pris du plaisir ou que je me sois ennuyé ou quelque chose de ce genre, ça ne compte pas. Je l'ai décidé, je vais jusqu'au bout. Il s'agit de la relation entre temps et dessin. Le dessin se crée aussi avec le temps. Ce travail s'appelle 11 minutes et 7 secondes. Ce titre se réfère au temps que ça m'a pris pour tracer cette ligne. Dans la main gauche, j'ai un chronomètre. Et au moment où la pointe du crayon touche le papier, j'appuie en même temps sur ce chronomètre. Et je trace la ligne aussi lentement que possible. Dès que la pointe a quitté le papier, j'arrête le chronomètre.
En fait, si je pense à ces 11 minutes et 7 secondes, ce n'est pas si long, mais quand même. Et pendant le travail, j'ai dû me concentrer sans arrêt. Je dois être vraiment là pour que ça ne bascule pas dans n'importe quoi. Je dois réagir instantanément. Si on appuie trop fort, la pointe se casse. Ici, il y a toutes sortes de crayons. La ligne peut paraître simple au premier coup d'œil. Et pourtant, avant elle et sous elle, il y a tout un univers de possibilités d'exploration de l'espace, de la lumière et du temps, de matériaux qui se rejoignent. Et d'une certaine manière, il y a une prise de conscience qui est transposable à la vie. On peut et on doit faire des choix. Ceci, par exemple, c'est du bambou, un papier très fin. Je ne juge pas si ce papier est meilleur qu'un autre papier, mais son intérêt, c'est qu'il m'offre énormément de possibilités. Je peux faire ça, ou je peux aussi faire ça. Quand je travaille avec ces crayons, sur ce papier, le résultat n'est pas le même que si j'avais travaillé avec un autre papier. C'est seulement l'empreinte de la pointe, il n'y a plus d'encre. Et avec ça, je peux faire des gaufrages. C'est très difficile à voir. Vous voyez ? La ligne, peut-être une trace simple, qui indique une direction claire. Mais est-ce toujours synonyme de soulagement ? Sa manière simple de voyager et de vivre a aussi changé son art et son regard sur le monde. Nous sommes de nouveau en Grèce, chez l'artiste Lisa Marie Meyer, alias Ria. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus clair que l'horizon, dans ma peinture, apparaît toujours. Il est visible. Probablement parce que je me retrouve toujours dans des lieux où j'ai beaucoup d'espace et où l'horizon est toujours présent. Mes tableaux doivent aussi raconter une histoire. Parce que les tableaux sont toujours peints dans des endroits différents. Et ce voyage que je fais avec les tableaux, il faut qu'il soit raconté. Et quand mon œuvre va être vue, c'est bien que les gens sachent que ça a bien été peint au cours d'un voyage ou à tel endroit. Et si par exemple, le tableau est accroché dans le salon de quelqu'un, il doit aussi apporter un souffle de liberté et de voyage dans la maison. Quand je peins, je suis face à mes émotions et elles remontent à la surface, ou au sens figuré, sur la toile. Et après une session comme celle-là, je suis complètement vidée. C'est comme si j'avais médité, comme après un cours de yoga. Là, je suis vraiment... Ma tête est vide. Je me suis laissée porter par mes pensées et mes sentiments, et c'est bien. Un grand vide. Pas une menace, mais plutôt une liberté pour l'esprit et le corps. C'est à peu près ce qu'a vécu un journaliste et écrivain espagnol lorsqu'il s'est volontairement confiné dans une solitude extrême pendant 6 mois pour être berger. Il a eu froid, a mangé peu, a gardé les moutons et a écrit sur le bien que cette vie réduite lui a fait. Renoncer, pour moi,
c'est recommencer à grandir. On nous parle tellement de croissance constante. Ici, j'ai découvert que pour grandir vraiment, il faut renoncer à certaines choses. Quand je suis arrivé en Estrémadure comme apprenti berger, la nuit, il gelait. Je devais surveiller un troupeau de plus de 400 moutons sur la ferme de l'ami d'un parent éloigné. J'allais essayer de vivre pendant une saison, comme ma mère l'avait fait quand elle était enfant. L'écrivain Gaby Martinez a roulé sa bosse. Pendant des années, il a parcouru les continents et écrit sur ses voyages. Mais il a tant vu, vécu et écrit qu'il en a subi des effets secondaires. Stress, impatience, douleur à l'estomac. Un jour, il a décidé de prendre sa retraite. C'est la maison où j'ai vécu. J'ai passé la plupart de mon temps ici. Là, il y avait une table. C'est là que je faisais le feu. Et voilà le bûcher. C'est là que je dormais. Il y avait là une grande étagère où je déposais la nourriture, les vivres. Sur le dessus, il y avait une veste. Quand il faisait froid, je m'en couvrais. Et finalement, j'ai amené un matelas de cette pièce, je l'ai étendu ici, et j'y ai mis le sac de couchage. Et je dormais comme ça, en long. Les premiers jours, j'ai tellement marché que pendant un certain temps, j'ai eu plein de crampes dans les jambes. Et comme j'étais à l'intérieur d'un sac de couchage, je ne pouvais pas bouger. Donc je commençais à me tordre à l'intérieur du sac. C'était comme un verre qui se tordait à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que ça m'aidait à me réchauffer. Le silence n'existe pas, mais la couleur noire, oui. Il y a les choses auxquelles tu penses par moins 3 degrés, couvert jusqu'aux oreilles dans un abri de berger. C'est la première nuit, il y a plus de 6 mois, avec les braises du feu qui crépitent dans l'âtre et une fenêtre entr'ouverte pour éviter la concentration de dioxyde de carbone, comme recommandé par ma mère et d'autres bergers. Le silence est plein de bruit, même au milieu de ce pâturage, à 6 km de la première ville. Le livre de Gaby Martinez est une méditation sur la vie simple d'un berger, mais il ne romance pas. C'est sa force. Il décrit surtout ce qu'il observe dans l'environnement immédiat. Les chênes verts devant la cabane, le troupeau dans le pâturage, les vautours et les cigognes à l'horizon. Dans ce rythme lent, seul dans la nature, il commence à percevoir la vitalité de chaque être vivant, que ce soit un scarabée sur le rebord de la fenêtre ou un lapin au bord du ruisseau. Ce n'est qu'à travers cette lenteur qu'il se rapproche du monde et apprend à le lire. C'est de ce changement qu'il veut nous parler. Tant que je ne disposais pas de ce temps, je ne pouvais pas m'asseoir, écrire et organiser tout ce qui se passait alentour. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça m'a toujours été facile de m'asseoir, avec les idées claires, et de commencer à écrire. Mais cette expérience-là fut différente parce qu'il me fallait connaître profondément tout ce qui se passait autour de moi avant de l'écrire. C'est ce qu'on dit toujours. Quand une chose te manque, là, tu sais ce qu'elle vaut. Lorsque tu t'isoles, tu saisis la valeur des autres et ça te rapproche d'eux. Ce cri, c'est une invention à toi ou chaque berger a son cri? Chaque berger a sa façon d'appeler les brebis. Certains les appellent comme moi, d'autres avec un sifflet. Miguel a été mon grand professeur. Nous avons passé des journées entières ensemble. Et il m'a appris, en fait, tout.
depuis le chardon jusqu'à la raison pour laquelle la brebis noire a une valeur primordiale, bien qu'on nous dise que les blanches sont les bonnes, celles qu'il faut chercher, et que les noires sont les mauvaises. Il m'a appris comment une brebis noire peut changer le monde, et il m'a emmené partout. Il est ému lorsque je parle. Il m'a tout appris, tout le territoire. Il m'a aidé à m'occuper du bétail parce qu'il m'a considéré comme un de ses enfants. On les a aidés à trier les brebis, à les mettre dans l'enclos. Je pense que c'est génial ce qu'il a fait. Ça fait vraiment connaître ce monde, le monde rural. La vida sencilla. La vie simple, Sobre todo es disponer de tiempo. c'est avant tout avoir le temps. Disponer de horas. Avoir des heures pour agir de la manière, disons, la plus basique De la forma más básica, et profiter de la vie. disfrutando de la vida. Yo creo que es una manera Je pense que c'est une façon d'être au monde qui relie très directement la partie la plus élémentaire de toi-même au reste des êtres vivants. Surtout, il s'agit de ne pas vivre dans l'urgence. Vivir aceleradamente. Gaby Martinez s'est retirée dans une vraie solitude, géographique. Mais comment trouver la simplicité de ce genre de vie au milieu de la civilisation? Au milieu du bruit, de la pression du temps et du statut social? Et pourquoi? Comment cela fonctionne et qu'est-ce qu'apporte un tel îlot de vie minimaliste? Deux musiciens du groupe berlinois Hope, en couple depuis de nombreuses années, vivent ce renoncement sans être partis. Ça leur plaît de plus en plus. Je me rends compte que le fait de réduire et de se passer des choses est important pour tout ce que je fais. Parce que finalement, ça m'amène à réfléchir à ce qui est vraiment important pour moi. Si je supprime quelque chose, qu'est-ce qui reste? D'une certaine façon, tout est plus clair. Oui, c'est une immense question. Et ça a à voir avec ce besoin que j'ai de clarté et d'espace. Ça revient toujours au fait de se passer des choses. All of my shame is one word. All of my shame. Au départ, cette idée de se débarrasser de plein de choses nous a attirés du point de vue artistique, musical. C'est vraiment génial quand tout n'est plus aussi chargé. Tout d'un coup, je peux écouter Christine chanter, parce qu'il n'y a plus tous ces instruments autour. Au début, c'est assez banal. Et ensuite, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a une réalité aussi en moi, en nous, pas seulement dans la musique. Les quatre musiciens ont appris le jazz ensemble. Ils ont fondé leur groupe il y a 15 ans. Leur musique était plus chargée, plus forte, plus agitée. Petit à petit, ils ont réduit leurs morceaux, les ont presque dépouillés pour arriver à un chant nu, clair, un son minimaliste. Avec le deuxième album, je me suis souvent demandé si on allait encore nous entendre. Je me rendais vraiment compte que présenter quelque chose de plus dépouillé au public, c'est effrayant. Et si mon son était complètement écrasé? Et si on ne m'entendait plus? Mais l'expérience prouve que ça marche très bien. Ils étaient des dizaines de milliers à les écouter l'été dernier. Hope a pris part à la tournée de Dépêche Mode en Europe de l'Ouest. Ils ont été choisis justement parce que leur musique était plus simple. Ils s'étaient portés candidats pour faire la première partie de ces stars mondiales en suivant une impulsion un peu folle. On roulait à vélo ici à Berlin et on est passé devant une affiche de Dépêche Mode. C'était le concert à l'Olympiastadion, je crois. Et là, je me suis dit, ce serait vraiment génial de présenter notre candidature. Et je l'ai fait le jour même.
À qui je devais écrire, je ne savais pas. Et à la fin, ça a été assez élémentaire. En fait de candidature, j'ai écrit un mail. Et j'ai dit que nous aimerions bien participer à la tournée. Et quelques mois après, on nous a proposé ces concerts. Et ces concerts sont dingues, évidemment. C'est assez dur à décrire, pour être honnête. C'est une expérience à la fois extrêmement sobre et explosive, monumentale, juste par ses dimensions. Simplifier leur musique les a aussi amenés à simplifier leur vie dans cette grande ville qu'est Berlin. Ils l'ont réduite à l'essentiel, comme marcher tous les jours en traversant Tempelhof. Ils ont cessé d'être obsédés par le toujours plus, pour se contenter de ce qu'ils avaient déjà et de ce qu'il y a ici. Au début, j'ai ramassé 5 objets chaque fois que je sortais marcher. Et avec les 5 objets, j'ai fait ces petits trucs. Et ensuite, j'ai réalisé qu'il y avait toutes sortes de choses à ramasser. Il y avait toute la vie. Philippe, qui est aussi artiste plasticien, transforme des objets abandonnés, perdus et inutiles en un récit sur les lieux où ils se sentent bien. Les objets trouvés sont accrochés à côté d'autres objets trouvés. Ils racontent une histoire. Les choses qui existent déjà suffisent à faire leur richesse. Je le vis comme une autre sorte de paix, comme dans une beauté tranquille. Et je peux ressentir beaucoup plus de joie avec ce qui est là et ce que j'ai, au lieu de désirer toujours quelque chose. Et ça change vraiment. Mon comportement était totalement différent avant. J'avais toujours envie que les choses se passent différemment. Je me disais, ah, si seulement je pouvais faire ceci ou cela. Pour moi, il s'agit vraiment de laisser tomber certaines choses de sa vie et de ne pas faire trop de choses en même temps. I want soberness. I want my truth. It is easy. It's easy. Je rencontre souvent des gens qui disent qu'ils veulent eux aussi faire ça. Je crois que ce besoin de mener une existence plus simple est assez répandu. Quand on parle aux gens, ils sont souvent submergés par tout ce qui se passe en même temps. Tu as déjà mis du sel et du poivre? Oui, un peu. Comme vous voyez, c'est très difficile pour nous aussi de faire deux choses à la fois. Quand Philippe parle, il arrête de cuisiner. Et inversement, là, je cuisine et je ne peux pas parler. Du temps pour profiter du paysage. Du temps pour trouver l'endroit idéal. Ria gagne cette liberté, même si cela représente des sacrifices. Oui, surtout quand il fait aussi froid. Là, on peut créer un peu de chaleur. C'est aussi une façon de se poser. On s'assied près du feu. On réfléchit à la journée. Je me garde toujours ce moment. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Un peu de lumière et de chaleur le soir. C'est tout simple et c'est magnifique. Und doch so schön. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on veut aller? Tant que je me sens bien, je vais continuer dans cette voie. Ça, c'est certain. Donc peut-être qu'à 90 ans, je ne serai plus en train de me balader dehors au hasard, en camion de pompiers. Mais qui sait? Il y aura certainement un moment où j'aurai peut-être un appartement et où je fonderai une famille. Mais ça viendra en son temps.